Vous avez la parole pour 4 minutes. Merci. Ces derniers jours, confrontés aux difficiles arbitrages budgétaires imposés par notre probable futur ex-gouvernement, j'ai fortement repensé à Gilles Deleuze, à qui l'on demandait dans son fameux abécédaire de définir la différence entre la gauche et la droite. Il expliquait alors en substance que la pensée de droite partait de soi vers le monde, tandis que la pensée de gauche allait du monde, de la société, pour finir à soi. Et je me suis dit qu'il doit être confortable d'être de droite, de se dire que tous les maux du monde peuvent simplement s'expliquer par l'impossibilité de partager le gâteau équitablement, qu'il doit être apaisant de se répéter que l'on doit d'abord penser à soi, puis à sa famille, avant de penser au bien commun, que charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'il doit être pratique de pouvoir se dire que puisque la main invisible du marché saisit tout aux plus pauvres pour le distribuer aux 1% les plus riches, y compris les ressources de leur sol, le fruit de leur travail et l'énergie de leur corps, puisque cette main broie tout, puisque dans la doctrine libérale un système de croyance comme un autre, ce qui prime est la loi de la jungle, assurée par le principe de libre concurrence de pouvoir en toute légalité, ruiner les gens et les pays, appauvrir toujours les plus humbles, licencier en masse après avoir distribué dividendes sur dividendes aux actionnaires, mettre à la rue pères et mères et enfants sans distinction, pousser sur le sentier de la guerre ou le chemin de l'exode les forces vives d'une région tout entière du globe, qu'il doit être apaisant en effet de se dire qu'en ayant choisi le capitalisme, on aura fait le bon choix politique, celui de s'assurer d'être toujours du côté du plus fort, donc du côté du vainqueur, car le plus souvent en politique, pas plus qu'en économie, les David ne l'emportent sur les Goliaths, qu'il doit être réconfortant après cette prétendue ni de droite ni de gauche, et donc évidemment de droite, après avoir porté au nu, puis aux fonctions suprêmes de l'État, un narcissique cavalier seul aux plus hautes marches de notre République, un soi-disant Mozart de la finance, qui on s'en doutait, mais on le constate à présent et de plein fouet, s'est avéré n'être qu'un Salieri, bouffi d'orgueil et de suffisance, au service des puissants amis, à la botte des plus riches influents, obsédé par l'idée de ne laisser aucune trace dans les livres d'histoire, jamais avare de formules lapidaires à l'adresse des plus pauvres d'entre nous. Il suffisait ici de traverser la rue pour trouver du travail, là de se rendre dans une gare pour croiser des gens qui ne sont rien, et surtout accréditant la thèse selon laquelle les minima sociaux coûteraient un pognon de dingue. Qu'il doit être réconfortant, disais-je, de retrouver un gouvernement, même vacillant, même temporaire, de néolibéraux éhontés dont l'une des premières mesures consiste à venir taper au portefeuille des collectivités et à imposer aux maillons les plus locaux de notre pays des coupes drastiques à opérer dans les budgets au mépris des politiques de solidarité et de cohésion de notre territoire, qu'il doit être simple, dans ce monde complexe et saturé d'informations et d'injonctions contradictoires, de jeter l'anathème sur une partie de la population et sur les nouveaux venus, tant il est évident que toute détresse et toute colère cherche un exutoire, un bouc émissaire à ses rancœurs et à son sentiment d'injustice, et qu'il est tout trouvé dans la figure de l'étranger, du migrant, de l'envahisseur, en niant l'apport et la richesse humaine et la force de travail véhiculée par ces parcours chaotiques mais vitaux de survivants, qu'il doit être réjouissant quand, président de la région Loire-Atlantique, on prend la décision d'amputer le budget de la culture de 73% sous couvert de favoriser l'emploi, quand on sait que le secteur est l'un des plus pourvoyeurs principaux d'activités économiques attenantes à la création artistique, représentant plus de retombées financières que l'industrie automobile, qu'il doit être grisant de jouer avec les thèses et les discours nauséabonds de l'extrême droite pour faire peur, attiser la haine de l'autre, afin de diviser pour mieux régner, détruire, détricoter le tissu social parce que l'individu isolé est la clientèle parfaite d'un libéralisme déréglé à tout crin, car son isolement le rend influençable, plus facile à effrayer à petits coups de communication délétères sur les réseaux ou sur les chaînes de télévision possédées par quelques milliardaires, plus simple à effrayer chaque jour et donc à manipuler. Qu'il est inique de se prétendre de droite républicaine quand on reprend à tour de bras les thèses du Rassemblement national, exigeant à corps et à cri d'armer les policiers municipaux en prenant pour prétexte la lutte contre le narcotrafic ou la hausse de la délinquance, alors que l'on sait d'une part pertinemment que seule la police nationale a les compétences et les missions de lutter contre les réseaux mafieux et le grand banditisme, et que d'autre part les villes gouvernées par les maires LR comme Valence, à présent ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, se trouvent dans la même tourmente faite de fusillades, de dérèglements de comptes, d'assassinats, alors que ces 70 policiers municipaux, ils sont armés depuis 2019, non plus de revolvers, mais de pistolets automatiques 9 mm, de gazeuses, de bâtons télescopiques, de LBD et de tasers, preuve que le phénomène dépasse le pouvoir d'action des maires, instaurant dans nos quartiers un climat de
terreur devant lequel la passivité de l'État demeure étonnante quand on peut constater avec quelle violence et quel déploiement de forces de l'ordre ont été réprimés les mouvements sociaux contestataires dans les rues de Rennes particulièrement, où les destructions de biens par les casseurs que nous avons dénoncées car elles restent inacceptables sont sans commune mesure avec l'escalade de la violence à laquelle on assiste actuellement autour du trafic de drogue qui pourrit la vie de nos concitoyens. Qu'il est dangereux finalement, au lendemain d'un scrutin venu sanctionner une vision mercantile de la politique, de déclencher une dissolution de l'Assemblée nationale, proposant et imposant sans surprise un plan de déclencher une dissolution de l'Assemblée nationale sur un coup de tête, puis déçu par un résultat invalidant le coup de poker, redistribuant de manière dangereuse l'équilibre des forces en faveur du camp réactionnaire, proposer et imposer sans surprise un plan de redressement les plus violents à l'ensemble du pays, qui, n'écoutant de son propre aveu ce Premier ministre que son avis sur la question, mais plus sûrement celui des agences de notation, et malgré les propositions concrètes et réalistes économiquement de l'ensemble des élus de gauche, malgré les alertes répétées des maires de France, tente de l'imposer à la représentation nationale aujourd'hui par un 49-3. Cela finira mal, probablement dès ce mercredi, pour ce gouvernement des plus éphémères et nous plonge à nouveau dans une incertitude délétère, tout en appelant, ce serait comique si c'en n'était pas à pleurer, à plus de stabilité. Nous, élus communistes, sommes fiers de mener ces politiques de gauche à vos côtés, Madame la maire, ces chers collègues de la majorité. Notre ambition est une ville où chacun trouve sa place, non pas parce qu'il en a les moyens, mais parce qu'il est bien accueilli, conscient que nous sommes de la richesse qu'il peut apporter à Rennes. Tenons bon. Pour le groupe écologiste, Madame Corr et seule Madame Corr a la parole pour 7 minutes. Nous avons face à nous 3 menaces majeures. Merci. Face à nous, un désengagement croissant de l'État, des coupes budgétaires massives en prévision, un recul historique des services publics. Face à nous, une crise politique marquée par une forte instabilité et une grande confusion générée par 7 années de macronisme qui ont poussé à son paroxysme une défiance déjà bien installée entre citoyens et institutions politiques. Face à nous, une entreprise agressive de colonisation politique, idéologique et culturelle, menée par l'extrême droite et ses mécènes, dans tous les champs de la société. En se nourrissant des colères et des difficultés économiques, l'extrême droite vient attaquer de front nos fondamentaux républicains, nos acquis sociaux, nos valeurs de tolérance, de solidarité, d'égalité et de liberté. Face à ces 3 vents contraires, nous, élus écologistes locaux, nous interrogeons. Quelle stratégie devons-nous adopter pour poursuivre pour défendre, pour continuer à porter notre projet politique local de transition écologique, sociale et démocratique dans notre ville? 2400, c'est le nombre de maires qui ont démissionné en France depuis juin 2020. 57 000, c'est le nombre de sièges de conseillers municipaux actuellement vacants. Les élus locaux subissent de façon croissante pression, intimidation, insultes et parfois même attaques physiques, dans le contexte d'une société de plus en plus clivée, qui voit les crises se multiplier, les frustrations et le mécontentement débordent sur les responsables politiques les plus proches, qui dans le même temps ont de moins en moins les moyens d'agir. Pourtant, quand l'État coupe les vivres, nous, élus locaux écologistes, nous mettons tout en œuvre pour colmater les brèches de cet État qui se désengage sur les territoires et pour répondre aux attentes légitimes des habitants, notamment des plus faibles, en matière de services publics. Quand l'État désinvestit les quartiers populaires et ne réfléchit qu'avec des lunettes ultra-sécuritaires, nous cherchons à faire entendre les réalités et les urgences de ces habitants précaires qui font face quotidiennement aux discriminations et à la montée des violences engendrées par le narcotrafic. Quand l'État procrastine et prend des engagements climatiques timorés, nous, élus écologistes locaux, nous préparons notre ville à cette crise vertigineuse en activant tous les leviers, sobriété, végétalisation ou encore développement des transports en commun et mobilités actives. Les inondations catastrophiques à Valence en Espagne ne donnent malheureusement qu'un petit aperçu de l'ampleur des dégâts matériels et humains dans le cas d'une crise climatique ni anticipée ni prise au sérieux. 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, avant la prochaine, mais qui aurait pu le prédire? Et comme toujours, il suffit d'une crise politique ou financière pour remettre en cause les budgets durement acquis en faveur de la culture et des femmes.
La décision de Christelle Morincé, présidente Horizon du Conseil régional des Pays de la Loire, d'amputer de 75% le budget culturel